Université de Paris. Et bonjour, professeur Philippe Juvin. Bonjour. Chef du service des urgences de notre hôpital européen Pompidou. Alors que l'on entame depuis hier la phase 2 du plan de déconfinement, on s'interroge objectivement sur l'épidémie de coronavirus et sur son évolution. Peut-on dire au moment où nous parlons, sans risque, que l'épidémie est derrière nous ? C'est pas une question sans risque, mais c'est une question d'observer ce qui se passe dans la totalité des pays du monde. Et ce que l'on y voit, c'est que on a toujours eu la même dynamique. Dans chacun des pays, c'est 4 semaines de montée, 8 semaines de descente. Au niveau mondial, ce sera le double. C'est 2 mois pour monter au pic le 16 avril. Le monde a passé le nombre maximum de décès quotidiens et maintenant il a diminué cette valeur de 50% et donc il faut compter 4 mois jusque mi-août pour avoir cette vague qui arrive à peu près à 100%. Au témoin un doute et sans aucun esprit de polémique, si la cloche est la même partout, alors que personne n'a appliqué les mêmes méthodes, je vous avoue que je trouve ça troublant. Vous comprenez ma question ? Absolument, et ça veut dire que l'on voit ici une évolution naturelle, spontanée de l'interaction entre un virus, une espèce humaine et des conditions environnementales. Et ces 3-là dans le cocktail vont jouer sur l'évolution de la maladie. Alors, au témoin, un autre doute, Philippe Juvin. Les chiffres sont en effet en baisse partout dans notre pays en ce moment. Est-ce bien grâce aux gestes barrières, aux efforts qui ont été ceux des Français pendant le confinement et aux mesures de distanciation sociale qu'on continue, normalement d'ailleurs, de préserver les uns les autres, même si les bistrots ont rouvert ? Oui, probablement. Probablement seulement. Probablement, c'est l'effet des efforts généraux des Français. Ce qui est très important maintenant, c'est de comprendre quoi ? C'est que l'épidémie est probablement derrière nous. Il y aura des clusters, il y aura des bouffées, mais qui n'auront pas la même intensité, en tout cas on l'espère, de la première épidémie. Si même l'épidémie reprenait, il faudrait qu'on ait les moyens qui nous ont manqué il y a 2 mois. L'important aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de déconfiner. Pourquoi ? Parce que le confinement, qu'il fallait faire il y a 2 mois, il fallait le faire, nous avons appelé à ce qu'il soit fait, a des effets secondaires qui sont des effets évidemment sur l'économie catastrophiques, sur les droits, n'en parlons pas, sur la santé aussi. Il y a des morts liées au confinement, parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas traités, des cancers qui n'ont pas été vus, des maladies cardiovasculaires qui sont sortis. Sans esprit de polémique, vous diriez qu'on est allé trop loin en matière de confinement ? Écoutez, d'abord, on l'a demandé. Je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'était dur et on ne pouvait pas faire autrement. Toutefois, je regarde quand même que les Allemands ont été plus malins que nous. Ils ont confiné partiellement selon les régions, moins durement, et surtout, ils sont sortis beaucoup plus vite. Mais pourquoi sont-ils sortis plus vite ? Parce qu'ils ont des moyens que nous n'avons pas. Ils ont 5 fois plus de lits de réanimation. À partir de là, vous pouvez déconfiner 5 fois plus vite. Au fond, ce confinement dur a été la conséquence de notre sous-équipement. Je vous ai vu abonder. Oui, parce que le problème du confinement, c'est qu'on n'en avait aucune preuve au départ, et donc les pays ont suivi une recommandation internationale, celle de l'OMS. Cette vague de confinement qui a bloqué la moitié de l'humanité n'a pas été choisie par un certain nombre de pays. Les pays asiatiques, la Corée, comme l'Allemagne, ont choisi des confinements ciblés. La Suède n'a pas confiné. Et ce que l'on voit à la fin, qui ne sont pas les nôtres, excusez-moi de vous interrompre. Ce que l'on voit à la fin, c'est qu'il n'y a aucun effet du confinement sur le nombre de décès par million d'habitants à la fin. Donc en fait, ce qui est important, c'est les mesures de distanciation dont on a parlé pendant la phase pandémique, c'est-à-dire en février, en mars, les masques, l'écart à 2 mètres et la suppression des conditions de foule. Mais le confinement généralisé n'a aucun effet sur le nombre de morts. Vous iriez jusqu'à dire qu'on n'avait pas besoin de confiner ? On ne le savait pas de façon certaine avant, puisqu'on n'avait pas. Donc il fallait le tenter en quelque sorte. Il fallait le tenter, mais il fallait surtout, et c'est ça notre problème, il fallait s'adapter. On a eu un défaut d'adaptation au cours du mois de mars, lorsqu'on a vu apparaître les écarts entre les prévisions catastrophistes et la réalité qui était très différente. Philippe Juvin ? Moi, je pense qu'il y a 3 mois, à partir du moment où vous n'aviez pas de test, pas de masque, pas de lit de réanimation, il fallait confiner. Probablement. Donc c'est un aveu de faiblesse et de pauvreté, d'une certaine façon. D'une manière évidente. D'accord. L'important maintenant, c'est quoi ? C'est de comprendre que ce confinement a eu des effets naturellement catastrophiques sur des tas de sujets, y compris sur la santé. Et donc, si on a une récession extrêmement importante, on aura aussi des morts liées aux effets du confinement et aux effets d'un déconfinement trop lent. Donc il faut probablement accélérer le déconfinement, ce qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui, et être évidemment extrêmement prêt à dépister les clusters naissants pour les circonscrire, etc. Mais l'enjeu, il est là désormais, parce que sinon nous aurons des dégâts extrêmement considérables si nous ne déconfinons pas
suffisamment vite et suffisamment Franchement, en intelligemment. quelque sorte, voilà. Ça fait, Oui. Vous partagez Oui, la même analyse, absolument. Jean-François C'est cette différence-là que l'on voit justement entre la Suède qui a 0,3% seulement de récession au premier trimestre. Nous, on est à moins 6%. On va être à moins 20% au deuxième trimestre. Tous ces effets-là sur le plan socio-économique vont s'additionner. Et ce sont ces décès-là que l'on va constater. Je reçois deux grands professeurs et vous me parlez tous les deux d'économistes. Intéressant. Oui, parce que c'est ces effets-là qui permettent de maintenir les moyens dont l'hôpital a besoin, mais permettent de maintenir la santé des citoyens. Pardonnez-moi, mais j'ai sur une le question long à vous terme. poser. On n'était pas prêt à la vague de chaleur dans notre pays quand elle est tombée sur nos personnes âgées. On n'est pas prêt pour affronter ces événements comme celui qu'on vient de vivre, alors qu'on a une participation de notre richesse nationale de PIB en somme d'argent absolument faramineuse qui vont vers la santé. Donc Alors c'est plus complexe que ça, pardon. Il y a, nous avons soit elle est mal utilisée, soit... Alors il y a d'abord l'utilisation qu'on en fait. Il est très clair qu'on a un système de santé qui coûte très cher et qui probablement, les euros ne vont pas toujours là où il faudra qu'ils aillent. Ça c'est le premier point. Deuxième point, globalement, nous sommes un pays qui s'est appauvri. Comparez-nous aux Allemands. Comment ça se fait que les Allemands sont capables, le 23 janvier, de publier la technique de la PCR et une semaine plus tard, tous les laboratoires d'Allemagne ont la possibilité de faire le test. Et nous, 3 mois plus tard, on n'y arrive pas. Nous avons une difficulté à mettre en œuvre des politiques qui sont en réalité des politiques industrielles de santé. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays incapable d'aider les gens à s'installer, à faire des affaires, à travailler, à entreprendre. Si ça revient... Et ça a des effets sur la santé. Sommes-nous prêts à affronter une seconde vague, qu'elle soit maintenant, à l'automne ou à l'hiver ? Jean-François Toussaint. Alors, très clairement, cette expérience-là, oui, nous a appris énormément de choses. Et on va être dans la situation en Europe et comme dans l'ensemble du monde de ce qu'étaient en janvier les pays d'Asie. Ils avaient connu le SARS en 2003. Et cette expérience-là leur a donné des moyens d'adaptation. Taïwan, lorsqu'il signale à la fin décembre que cette épidémie commence à Wuhan, il le signale à l'OMS, l'OMS ne réagit pas. Par contre, tous les pays asiatiques réagissent à ce moment-là parce qu'ils savent que Taïwan... C'est dans leur culture. Alors, c'est pas seulement dans leur culture, ça a été leur expérience il y a 17 ans. Nous, on fait notre expérience en 2020. Je peux vous dire que sur la prochaine, qu'elle arrive dans 6 mois ou dans 16 ans, on aura un certain nombre de leçons que nous aurons tirées. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est quelle est l'importance de cette deuxième vague. Or, ce que l'on voit dès à présent, c'est que, y compris en Amérique du Sud, qui était le dernier continent qui voyait augmenter la pandémie, vient de passer le pic maintenant. Et donc, on voit la même dynamique partout. C'est en train de redescendre partout. Philippe Juvin, écoutez, vous allez conclure. D'abord, on aura évidemment d'autres épidémies, on aura d'autres accidents, on aura d'autres événements extraordinaires qui vont nous challenger. Même si ce n'est pas la deuxième vague en tant que telle dont on parle depuis le début de cet entretien. Accessoirement, la deuxième vague, on l'a déjà, vous l'avez compris, qui est une vague non-Covid, et il y aura une mortalité non-Covid de patients qui n'ont pas le Covid liée à l'épidémie et à notre désorganisation. Non, encore une fois, le sujet, il est réellement économique. Il est que notre pays est incapable aujourd'hui d'accueillir des industriels de santé, de déposer des brevets. Vous savez que la moitié des brevets aujourd'hui sont déposés par la Chine, les 2 tiers par l'Asie. Nous devenons à la fois le client de la Chine, mais pas seulement le client, nous devenons dépendant.